Bonjour à toutes et à tous, je suis Thierry Zorn, chargé de méthodologie statistique au service connaissance et développement durable de l'ADREAL Grand Est à Strasbourg. Voilà. Et pour le traitement de mes données, j'utilise effectivement R, le logiciel R à plus de 90%, et bon, c'est mon quotidien, du coup. Bonjour, je vais vous présenter le logiciel de statistique R et l'utilisation qui en est faite au sein de l'ADREAL Grand Est. Dans un premier temps, je vais vous le présenter de façon un peu générale, retraçant son historique, puis insister un peu sur son aspect de logiciel modulaire, puis ensuite vous parler rapidement des utilisateurs de R, de quelques-unes des possibilités de R, et enfin de son utilisation au sein de l'ADREAL Grand Est. Alors R est un logiciel de statistique et, c'est important de le préciser, un langage de programmation. Il est libre et gratuit, et il est téléchargeable très facilement sur le site officiel dont l'adresse figure juste là. R est né en 1993 dans le cadre d'un projet de recherche, et sa première version officielle, accessible au public, est sortie le 29 février 2000. Il comporte une grande communauté d'utilisateurs, plusieurs blogs, plusieurs sites de discussion. Ça lui a permis une évolution rapide. Nous sommes actuellement à la version 4, et ça permet également d'avoir un grand réseau d'entraide. R est un logiciel modulaire, un peu à la façon de Python et de QGIS par exemple. Il existe un grand nombre de packages qui ajoutent des fonctionnalités extrêmement diverses. Si on souhaite faire du géocodage d'adresses, on utilisera le package BANR. Pour faire de la cartographie dynamique, il est possible d'utiliser Leaflet. Et ceci peut expliquer son utilisation dans des domaines très variés. Justement, penchons-nous sur qui utilise R. Pendant longtemps, il est resté restreint au domaine de la recherche, mais il s'est démocratisé ensuite dans les années 2000. Entre autres, parce qu'est apparu un environnement de développement intégré, RStudio, très puissant et qui rend R beaucoup plus convivial qu'il ne l'était. R peut être également utilisé depuis Jupyter, l'environnement de développement propre à Python. Et il est de plus en plus utilisé dans les entreprises privées, les banques, les assurances, tous ceux qui ont besoin de manipuler des chiffres, et les organismes publics, tels l'INSEE, les CEREMA, les DDT, les DREAL, conformément à une orientation ministérielle. Alors, que permet de faire R? Grâce à sa structure modulaire, il s'applique à de nombreux domaines et il permet de faire des statistiques descriptives, des modèles linéaires, comme les analyses de variance, des analyses multivariées, de l'analyse de texte, des tests, du contrôle de qualité, du machine learning, etc., etc. Il permet de réaliser de nombreuses représentations graphiques de types très différents, permet de réaliser des cartes, de l'analyse spatiale. R est également très performant dans l'import de données, puisqu'il permet d'importer un grand nombre de formats, format texte, format CSV, des fichiers Excel, les fichiers issus de LibreOffice, des fichiers du logiciel SAS, des formats géographiques SHP, propres à QGIS, du XML, du JSON, propre au langage JavaScript. Ces fichiers peuvent être lus localement sur un disque dur, ou R peut aller les télécharger depuis un site distant. R permet également d'accéder à des bases de données sous forme de requêtes SQL, d'interroger par exemple une base PostgreSQL ou PostGIS, incluant des composantes géographiques. On peut récupérer des données via des API également. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un API, vous en utilisez certainement tous les jours sans le savoir.
Votre smartphone a sûrement une application qui affiche la météo au jour le jour. Aujourd'hui, chez moi, il fait beau. Ben, c'est une API. Les données ne sont pas stockées sur votre poste, mais l'application va en temps réel les récupérer sur un serveur pour afficher la petite icône du nuage, du soleil ou autre. Enfin, R permet de faire du moissonnage de données sur des pages Internet, donc une collecte automatique. L'Adréal Pays de Loire a réalisé une expérimentation il y a quelques années où ils ont récupéré le prix du loyer des logements sur le site du Bon Coin, en fonction de la taille des appartements, en fonction de la localisation, etc. C'était du moissonnage. Que permet encore R ? R permet de réaliser des rapports reproductibles de façon extrêmement puissante au moyen de scripts, de fichiers de scripts élaborés. Dans ces scripts, il est possible d'inclure du code R, mais également du texte libre, formaté. Et ce texte peut très bien faire partie de commentaires qu'on apporte au code, ou faire partie de l'analyse du commentaire qu'on fait sur les données en question. Ces scripts permettent une lisibilité et une traçabilité d'un traitement de données. Ils sont évolutifs et adaptables, ou bien réutilisables si, d'une année sur l'autre, on a un même format de fichier et on souhaite le réutiliser sur de nouveaux millésimes. Ils sont également convertibles très facilement en HTML, en DocX, en PDF. Et je peux vous proposer une rapide démonstration. Voilà. Un rapport au format HTML sur l'évolution de la population du Grand Est. Bon, c'est un petit exemple que je vous ai fait pour ce propos, mais dans lequel on décrit ce qu'on va faire, on détaille les données qu'on va utiliser, on extrait les données, on les affiche sous une forme sommaire d'abord, on expose la façon dont les données vont être traitées, et on affiche les résultats sous forme d'un tableau, sous un autre format de tableau, mais également on peut réaliser des graphiques, ou alors cerise sur le gâteau, qui peut être extrêmement utile, des graphiques animés, c'est-à-dire qu'en passant la souris dessus, je vais afficher des valeurs, je peux zoomer, c'est plus pratique dans le cas d'un nuage de points, mais la possibilité existe. On peut également représenter des cartes, comme je vous l'ai indiqué, ou bien des cartes dynamiques. En passant la souris dessus, j'affiche une petite étiquette. Et ce rapport a été rendu possible par un script RStudio qui se trouve là. Voilà, ça me permet au passage de vous décrire très rapidement RStudio, cet environnement développant. Il est composé de 4 groupes de fenêtres. Je vais commencer par en bas à gauche. En bas à gauche, c'est ce qu'on appelle la console. C'est ici qu'on va venir taper des commandes, donner des consignes à R pour effectuer ses calculs, créer des objets. En bas à droite, une fenêtre où on peut afficher les packages qui sont installés, ou bien une aide, si on passe sur l'autre onglet. L'aide est extrêmement utile. La fenêtre en haut à droite, qui est extrêmement utile aussi, qui est propre à RStudio, permet par exemple d'afficher un tableau de données présent dans la session. Et la fenêtre en haut à gauche
ici qu'on va trouver le script Markdown entre autres. Alors je vous l'ai dit que c'était un type de script un peu particulier, puisqu'il comporte 4 types d'éléments. Le premier élément, c'est un en-tête. Dans cet en-tête, on va retrouver le titre général du document, sa date de création, mais également une indication sur le type d'export qu'on va pouvoir réaliser. Deuxième type d'élément qu'on y trouve, c'est du texte libre. Là, je vais détailler un peu ce que mon script va faire. Je vais détailler ensuite les données que je vais utiliser, indiquant leur source. Un troisième type d'éléments qui sont des parties de code R exécutables. Donc, là, par exemple, celui que vous avez sous les yeux va permettre d'ouvrir les différents packages pour leur utilisation dans le cadre du script. Quatrième type d'élément, lorsqu'on a exécuté un bloc de code, va s'afficher juste en dessous le tableau ou le graphique ou la carte que le script aura généré. Le graphique animé que vous avez vu tout à l'heure. Et une fois que le rapport est terminé, il suffit de cliquer sur un bouton. Knit veut dire tricoter. Donc on va tricoter, on va assembler ces 4 types d'éléments pour en faire le rapport que vous avez eu sous les yeux tout à l'heure. R permet également de réaliser des applications Internet, qu'on appelle des applications Shiny. Je ne vais pas vous détailler celles qu'on peut trouver sur la galerie de ce site-là, mais je vais vous parler un petit peu plus tard de l'outil Portrait Mobilité que nous avons réalisé en interne. Je vais maintenant vous parler de R au sein de l'Adréal Grand Est. Lorsque je suis arrivé en poste fin 2015, personne n'utilisait R dans le service. Et mon chef de pôle de l'époque m'avait recommandé de me mettre à R, de commencer à me former déjà et faire les traitements de données avec ce logiciel. Donc j'ai commencé en 2016, en auto-formation surtout, puisqu'il n'y avait pas encore de collègues sur qui je pouvais m'appuyer. Et très rapidement, j'ai pu intégrer le groupe de référents R au niveau national, dont la mission c'était créer des valises de formation. Donc j'y ai participé. Les valises sont accessibles sur ce lien-là. Et ça me permet maintenant d'animer des formations régulièrement pour le compte des CVRH. Au sein de l'Adréal, au sein de notre service, nous avons créé une application Shiny qui s'appelle l'outil Portrait Mobilité. Et cette application permet de générer un portrait de territoire lié à la mobilité au format HTML sur un territoire donné et avec possibilité de saisir des commentaires personnalisés. En 2019, une première version est sortie, mais avec un code peu optimisé. Les données étaient incorporées manuellement sous forme de fichiers Excel de différentes natures, différents formats. Ça fonctionnait, mais c'était pas très pratique et pas très reproductible. En 2020, une deuxième version est apparue avec un code bien meilleur. Nous avons pu développer à deux parce qu'entre-temps, un collègue est arrivé avec qui j'ai pu travailler de façon collaborative, en mode agile. Et cette deuxième version se caractérise par des scripts d'import de données qui facilitent la mise à jour. Je vais très rapidement vous faire une démonstration de cet outil. En voici l'interface. Sur la première page figure la carte de la région
et ici même des listes déroulantes qui permettent de sélectionner un territoire. Je vais en prendre un au hasard. Une fois le territoire choisi, il apparaît en surbrillance sur la carte, mais surtout, c'est que les différents indicateurs qui figurent ici par thématique dans le bandeau de gauche sont calculés automatiquement pour le territoire considéré, sous forme de tableau, sous forme de graphique, sous forme de carte également. Il est possible à chaque fois de saisir des commentaires, bien sûr, sans faute de frappe. Et une fois tous les commentaires réalisés, une fois tous les indicateurs visualisés, il est possible de l'exporter au format HTML. Il suffit de cliquer là-dessus, puis de le télécharger ensuite. Ça prend un tout petit peu de temps, donc je vous propose de visualiser sur un portrait que j'ai déjà exporté. Le voici. Bon, on retrouve le nom de l'EPCI en question, et on retrouve surtout les différents indicateurs, les différentes représentations, les graphiques, les tableaux. Grâce à un menu déroulant sur la gauche, on peut naviguer. Et donc ce portrait est en format HTML autonome, c'est-à-dire qu'il est possible de transporter sur une clé USB, de l'envoyer à un destinataire. Il n'y a pas tout un sous-dossier comportant les illustrations, non, c'est un fichier unique. Le code source est par ailleurs disponible sur un site et ouvert bien sûr à tous. Au sein de l'Adréal, au sein de notre service, nous avons eu d'autres projets. Un des premiers, c'était la réalisation de portraits d'agglomération sous forme de rapport Markdown automatisé. Donc, un seul document Markdown était utilisable pour l'ensemble des EPCI de notre région. En changeant un paramètre de ce fichier, on pouvait accéder aux données de tous les autres EPCI. Ensuite, parmi les perspectives que nous avons au sein du service, figure celle de faire évoluer l'outil portrait mobilité, en particulier en automatisant la collecte des données par des API, par des requêtes SQL, des interrogations depuis les entrepôts de données, et nous envisageons également d'ajouter de nouveaux indicateurs. Par ailleurs, nous allons développer l'utilisation d'API dans différents projets à venir et également développer d'autres outils de data visualisation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Thierry pour cette présentation. On n'a pas de questions pour l'instant dans le chat. Moi, j'en aurais quand même une petite parce que peut-être que les gens se la posent aussi. Tu disais qu'au début, tu t'étais auto-formé, que tu avais découvert le langage grâce à un collègue, à ton chef. Comment tu as abordé un peu ce passage c'était quoi ton parcours antérieur? Est-ce que tu étais déjà... tu avais déjà utilisé des langages de programmation? Est-ce que tu étais plutôt analyse de données et puis tu as changé tes méthodes de travail? Qu'est-ce qui a fait que... comment ça s'est passé à ce moment-là, cette bascule vers l'utilisation d'un langage pour faire de l'analyse de données? Je peux répondre de plusieurs façons. C'est par mon passé. Moi, je n'ai pas toujours travaillé au ministère du Développement durable, mais j'étais dans la recherche pendant quelques années au CNRS.
Et là-bas, je m'occupais de traitement des données. Bon, c'était plus avec des logiciels de statistiques presse-bouton, ou c'était avec le tableur, c'était Excel à l'époque. Mais j'avais également fait de la programmation dans différents langages. C'était du BASIC, c'était du C. J'ai fait pas mal de C, mais je n'avais jamais fait de R. Et donc, pour moi, ce passage-là était un peu plus facile quand même. Mais c'est pas facile de passer d'un langage à l'autre, hein. Quand on a son propre dialecte, son propre langage, si on essaye de se mettre à un autre, il y a tout un chamboulement qui se passe. Mais je suis passé par là. Et je crois que tu disais que tu fais des formations maintenant, c'est ça? À R? Oui, tout à fait. Oui, Ouais. j'anime régulièrement des formations, principalement pour le centre de formation de Pont-à-Mousson ou pour Mâcon, pour Aix-en-Provence. Et du coup, j'imagine que tu as des publics de personnes qui n'ont jamais programmé et qui s'y mettent sans bagage particulier. On n'a pas besoin d'être un programmeur expert pour faire de l'analyse de données en utilisant la programmation. C'est un peu ça l'idée. Il faut à un moment donné se mettre à la philosophie d'un langage de programmation. C'est vrai que parmi les stagiaires qu'on rencontre, il y a souvent une très grande diversité. Il y a des gens qui ont déjà fait du Python, qui en ont déjà fait, etc. Puis il y a d'autres personnes qui n'ont jamais abordé vraiment ce que c'est qu'un langage de programmation. Il faut expliquer que quelque part, c'est une recette de cuisine où un ordinateur il va faire successivement toutes les étapes qu'on lui donne, mais dans cette recette, il y a un vocabulaire très particulier qui est beaucoup plus rigide que celui de la langue française, mais il faut se plier quelque part à ça. Mais ce qui peut vraiment aider, c'est d'utiliser des choses qui ont déjà été faites, ou effectivement de suivre une formation avec des gens avec des formateurs qui peuvent proposer des exemples simples et une démarche progressive. Alors, on a une question. Je n'ai pas bien compris ce qu'est Markdown. Alors, c'est vrai que c'est difficile à expliquer rapidement. Est-ce que tu peux essayer de réexpliquer en quelques secondes ce qu'est Markdown, ou peut-être renvoyer vers des références pour que la personne puisse trouver des réponses concrètes, visuelles peut-être? Oui, c'est vrai que j'ai dû abréger un petit peu parce que Markdown, ça représente plusieurs choses. Mais au départ, Markdown, c'est ce qu'on appelle un langage de balisage. C'est-à-dire que les pages Internet sont écrites avec du langage HTML, qui est un langage de balisage. C'est du texte. Et quand on veut mettre, par exemple, une partie en gras, on encadre cette partie de texte de 2 balises pour dire ça va être du gras. Une ligne peut être considérée comme un titre de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et on va faire figurer des caractères spéciaux au début de la ligne pour dire ça, c'est un titre. C'est ça le balisage Markdown. Alors, on a une autre question. Est-ce que R peut être utilisé en interaction avec Outlook, des PDF, des annuaires des agents? Avec du PDF, oui, par exemple, on peut très bien lire le contenu de fichiers PDF avec certains packages de R. Ouais. Et je dirais en complément, alors peut-être que c'est un peu à côté de la question, mais justement les rapports qui sont produits en Markdown, vous pouvez les partager via mail, vous pouvez partager les fichiers HTML par mail et envoyer vos rapports à vos collègues, vos partenaires. Oui, tout à fait, voilà. C'est vraiment l'avantage de ce format-là. Alors peut-être qu'on aura d'autres questions un peu plus tard. Je vous propose qu'on passe à la présentation de Christophe. Merci beaucoup Thierry. Et puis, de toute façon, vous pouvez continuer à poser des questions dans le chat. Thierry, tu peux répondre aussi par écrit.